Dear Valid people. dear Valid people. Bonjour chers auditeuristes de Dear Valid People, vous reconnaissez peut-être ma voix, je suis Sarah Vargas, j'étais la dernière invitée du hors-série de ce podcast. Et aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions, puisque on fait un tête-à-tête avec Damien pour parler de masculinité. Salut Damien, Salut Sarah Vargas, comment ça va? ça va et toi? Ça va plutôt bien. Je suis contente de pouvoir avoir une discussion dans l'autre sens que ce qu'on a eu la dernière fois, et pouvoir un peu parler de toi cette fois. Oh là là, Et donc, oui, la dernière fois, on a parlé de féminité et de handicap. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir un peu se poser des questions sur la masculinité et sur ton rapport à la masculinité. Et notamment à la masculinité handi. Si c'est quelque chose qui existe, la masculinité handi, on va en discuter. Est-ce que ça existe, la masculinité handi? Ou comment est-ce que toi, tu la vis? je sais pas, je pense que tout le monde la vit différemment, que pour chaque homme handicapé, il me semble qu'il y a une masculinité qui est liée, parce que je pense que c'est un lien très étroit avec le handicap, la nature de l'handicapé, comment il s'exprime. Donc, je pense que c'est compliqué de faire une catégorie généraliste, la masculinité handi. Par contre, je pense qu'en effet, on peut trouver des points communs entre. Oui, et on va en discuter. Et du coup, pour commencer, moi, je voulais savoir, avant de parler justement de cette histoire de ta masculinité handi, déjà, et de voir quel était ton rapport à la masculinité. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que ton rapport à la masculinité, il s'était construit pour toi. Moi, déjà, ce qu'il va savoir, c'est que je suis handicapé dû à une maladie neurodégénérative, diagnostiqué à 17 ans. Je suis en fauteuil roulant depuis mes 24 ans et j'en ai 34 aujourd'hui. Et donc forcément, mes rapports à masculinité ont changé à ces moments-là de ma vie. Et surtout pour moi, la première étape, jusqu'à mes 17 ans, j'ai été un homme blanc, cis, avec une construction de la masculinité ordinaire, classique. Et quand je dis ordinaire, classique, c'est-à-dire on n'en parle pas. C'était pas vraiment un sujet. Ouais, ça a jamais été un sujet, donc ça s'est construit un peu d'un non-dit. Et aussi en dehors bah, des... en dehors de toute discussion avec des pairs possibles, ou avec mon père d'ailleurs, tout simplement. En sachant que moi j'ai été adolescent plutôt en mode bouc émissaire avec du harcèlement scolaire où on se moquait de moi parce que physique dit ingrat et aussi parce que je jouais beaucoup aux jeux vidéo et que à cette époque-là le jeu vidéo n'était pas aussi cool, aussi in que maintenant. Et je pense que ça a posé des jalons pour une masculinité, on va dire, marginalisée, pour reprendre Romain Connell, les typologies de Romain Connell. Mais moi, je parlerai peut-être aussi aujourd'hui, avec un peu de recul, de masculinité geek, qui, je pense, ont d'autant plus de place aujourd'hui quand on voit des personnages comme des personnes comme Bill Gates ou Elon Musk ou autre chose.
Donc moi, ma masculinité geek se résumait plus à j'allais dans les endroits où je pouvais sentir que je performais. Donc dans les jeux vidéo, mais aussi en études. On va pas dire que j'étais un étudiant brillant, mais je pense que c'était aussi un de mes refuges, parce que j'en sentais que je pouvais performer dans les mathématiques, dans la physique, là où je n'arrivais pas à performer dans les relations sociales avec les hommes comme les femmes. Ok. Donc, tu dirais que toi, le groupe d'hommes dans lequel tu t'es reconnu, c'est pas la masculinité hégémonique, mais plutôt dans la masculinité geek. Oui, tout Ok. à fait. Et donc, quand on a préparé l'épisode ensemble, tu m'as dit que ton diagnostic, il était arrivé vers tes 17 ans, c'est ça? Et, Tout à fait. Et après ton bac, quand t'es parti de chez toi, est-ce que ce rapport-là à ta masculinité, il est resté le même? Ou est-ce que au fur et à mesure de la découverte de ton diagnostic et de la poursuite dans tes études et dans le début de ta vie d'adulte, t'as senti que ce rapport à cette masculinité, il a changé? Alors, je tiens à dire que tout ça, je le dis maintenant avec énormément de recul et parce que j'ai écouté des podcasts sur le sujet. Par contre, à l'époque, pas du tout. Ça me passait totalement au-dessus. Mais qu'aujourd'hui, avec le recul, je remarque des choses. Et notamment, je remarque des traits de ma personnalité qui étaient vus comme masculins, comme parler fort, comme se mettre en colère, et aussi c'est de la génétique, ça vient de mon père, il est comme ça, enfin, ce genre de discours-là, je l'ai pu l'entendre dans la famille, ce qui était aussi relativement dissonant peut-être dans les relations que je pouvais avoir en dehors de la famille, justement. Et je pense qu'à 17 ans, mon diagnostic, ça ne s'est pas changé du jour au lendemain. Justement, je te disais, juste avant qu'on enregistre l'anecdote, au moment d'avoir le diagnostic, j'ai dit « Je ne me laisserai pas faire par une maladie de merde ». Et ça, je pense que c'est un peu aussi un signe, on va dire, dit masculin. À la suite de ça, en effet, mon rapport à masculinité, il a un peu évolué parce que j'ai découvert aussi la sociabilité et plus ou moins en lien avec le handicap d'ailleurs, même si à l'époque, encore une fois, je ne me rendais pas compte. Mais c'est-à-dire qu'en effet, après le diagnostic, après avoir obtenu une bac, je suis parti en études post-bac à Angoulême pendant 2 ans. Il s'avère que j'ai eu l'appartement le plus proche, le plus grand, le plus neuf, et aussi parce que handicap oblige, j'ai été le plus riche, entre guillemets. C'est-à-dire que normalement, en étant étudiant, tu es censé être relativement précaire et donc devoir prendre un job étudiant. Moi, j'avais de la hache. Okay. C'était mon job étudiant, moi. Voilà. Et donc... handicapé à plein de temps. Exactement. Exactement. Et que j'ai découvert la sociabilité parce que pour toutes ces raisons-là, les fêtes se faisaient chez Bibi. Et je pense qu'il y avait aussi déjà un peu un effet d'aura du handicap où les gens voyaient très bien que je pouvais avoir une démarche atypique, que je pouvais boiter en quelque sorte. Et donc, il y avait déjà un regard biaisé sur qui j'étais et qui je suis. Ça, c'est un truc, je crois beaucoup. Il y a 2 regards. Il y a ceux qui voient Damien et il y a ceux qui voient la personne handicapée uniquement.
Oui, oui, puis aussi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi dans la construction de la masculinité où il faut absolument performer en fait, surtout quand t'es un jeune adulte, dans le fait d'être très confiant, dans le fait d'être très à l'aise, d'être celui qui va avoir beaucoup de relations amoureuses, amicales et sexuelles, dans le fait je sais pas, d'être très beau, de faire beaucoup de sport, etc. Et que parfois le fait d'avoir d'autres étiquettes va permettre d'avoir une excuse pour ne pas avoir à performer, comme une espèce de dérogation en fait à la masculinité. Et j'ai l'impression que le fait d'être handi, c'est un espèce de passe-droit, quoi. C'est une dérogation. T'as le droit d'être socialement acceptable et c'est ok parce que justement, ouais, on sait que tu pourras pas performer la masculinité comme tout le monde. Tu t'es reconnu dans cette dérogation-là ou? Et en même temps, il est à moitié reconnu, je trouve. C'est un peu comme le fameux droit au non-travail que pourra avoir les personnes handicapées, dont pourraient jouir les personnes handicapées, mais qui en fait, pour moi, n'existe pas vraiment parce qu'on n'a pas vraiment le droit de ne pas travailler. C'est qu'on y est assujetti, on y est obligé. Et comme là, le droit à ne pas correspondre à une masculinité hégémonique, c'est juste qu'on y est assujetti plus que autre chose. Et que pour moi, c'est pas encore réellement reconnu aujourd'hui. Et que justement, je pense qu'il y a eu une étape, et même peut-être encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore une étape, on va dire un peu d'entre-deux, où on ne correspond pas à la masculinité, mais en même temps on est une masculinité, mais en même temps on ne la voit pas, donc on est entre le 0 et le 1. Encore une fois, on est entre l'existant, le non-existant, et on ne sait pas trop où aller. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur cette anecdote-là d'avoir réagi à ton diagnostic en disant que tu voulais pas te laisser faire par cette maladie de merde. Ça me fait penser quand même aussi pas mal à des traits qui sont dits masculins, enfin qui font partie, je pense, de la masculinité presque toxique, qui est un truc de dans une société patriarcale, les hommes n'ont pas le droit de reconnaître leurs faiblesses, n'ont pas le droit de demander de l'aide et n'ont pas le droit d'être vulnérables. Et donc forcément, quand il y a quelque chose qui va t'amener des vulnérabilités qui t'arrivent, il faut absolument lutter et ne pas accepter que ça va être difficile. Et donc je voulais savoir si ça faisait partie aussi des choses où tu t'es dit, enfin tu te reconnais dans le fait de parfois ne pas demander de l'aide et ne pas. Est-ce que ça a été par exemple le fait d'être dans ce rapport à la masculinité, ça a été un frein à accepter ton handicap, à accepter de demander de l'aide? Est-ce que parfois ça va peut-être, je sais pas, contribuer à ce que tu vas être plus fatigué parce que on n'accepte pas d'être vulnérable, quoi. On est un homme et donc du coup c'est pas possible de demander de l'aide alors qu'on en a besoin. Oui. C'est de la guerre, ma bonne dame. Oui, non, mais bien sûr, totalement. Surtout à l'époque, j'étais encore marchand durant cette phase d'entre-deux, où pendant un an, j'étais plus ou moins prisonnier chez moi parce que les gens ne pouvaient pas m'aider, que je ne pouvais pas sortir de manière autonome. Et de part, je pense qu'il y avait en effet une raison en matière matérielle que les gens ont autre chose à faire que de m'aider tout le temps, parce qu'à cette époque-là, je me reposais uniquement sur mes amis de l'époque. Je n'étais pas au courant de tous les systèmes qui pouvaient exister dans l'aide pour les personnes handicapées. Et je pense qu'à l'époque où j'étais marchand, oui, j'en faisais trop. J'en faisais sûrement trop parce que je me servais de cette énergie que je croyais à bon escient à l'époque, de me dire j'en ai encore, donc faut s'en servir. Et je pense qu'il y a aussi un discours envers les personnes handicapées où on te motive à ça, où il y a ce discours de il faut pas te laisser faire,
continue, bats-toi, enfin, et dans cette croyance de la méritocratie aussi, et où, ben, au final, le handicap, t'apprend ça. Enfin, en tout cas, le handicap dégénératif, clairement, la méritocratie n'existe pas. Ouais. Ce n'est qu'un mythe. Mais ça, encore faut-il l'accepter. Mhm. Et ça fait partie des choses où, je pense, où entre la masculinité et mon antivalisme vont de pair et tiennent par la main. Elles se tiennent par la main, ok. Oh oui. Oui, ouais, ça fait quelque chose qui se suit. Oui. Oui, moi je pense que les deux s'entraident et plus j'évolue sur mes questions antivalistes et plus j'évolue sur mes questions de ma masculinité et vice-versa. Mhm. Et Et- aussi de par mes lectures sur la féminisme, qui d'ailleurs, c'est par là qu'en fait tout a commencé, quoi. C'est qu'en écoutant le podcast Les couilles sur la table, et que, ben en fait, je me suis rendu compte, en fait, de ce qu'on ne lit pas, tout ce quoi je suis fait, donc masculin, on n'en parle pas, et pourtant, qu'est-ce qu'on peut en dire des choses? Et C'est vrai. donc, on écoute sagement, et que au bout d'un moment, je me suis dit, mais tiens, on ne parle pas de masculinité handi, en fait, ou de quid, la masculinité quand tu as un handicap. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez parlant, en fait, ce que tu disais au début moi, je me suis construit avec cette étiquette d'homme, sauf qu'en fait, on n'en parle jamais. Et c'est vrai que c'est assez marquant, le fait de savoir que l'homme blanc hétéro cis est aujourd'hui la personne la plus dominante, sauf qu'en fait, quand tu te construis avec ces étiquettes-là, avec souvent en plus ce modèle-là, parce que je pense que, enfin, j'imagine, hein, peut-être que je me trompe, que quand tu grandis avec, en sachant être concerné, c'est le modèle que tu envisages suivre jusqu'à ce que tu le remettes en question. Sauf que c'est un modèle qui est jamais discuté. En fait, il n'y a pas d'espace où on se dit. Enfin, je sais pas si toi tu as trouvé des espaces où tu t'es dit genre comment on va discuter de ça. Comment est-ce que, enfin, est-ce que j'ai vraiment envie de ça. J'ai l'impression que c'est pas du tout des discussions qui arrivent. Non, pas du tout. Et même avec le handicap, je pense qu'il n'y a pas réellement eu de sas pour parler de ces thématiques de la masculinité handi comme on fait là actuellement, quoi. Je pense que déjà la première complexité, c'est trouver un lieu pour parler du handicap. Mm. Déjà. Et d'en Ouais. parler avec les proches et de se rendre compte que, ben, ça peut être difficile. Mm. Ouais, d'en parler avec les proches. Donc la masculinité, n'en parlons pas. Enfin, comme tu dis, c'est un sujet dont on ne parle pas, le handicap non plus. Comment dire qu'un plus un, ça fait deux. Mm. Oui. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très présent, qui est pas forcément nommé comme étant en rapport direct avec la masculinité, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très présent dans la construction de leur rapport au fait d'être un homme pour les jeunes, c'est le changement du corps et la perception du corps et c'est quelque chose qui s'observe très factuellement il y a l'envie de pouvoir se montrer, l'envie de voir son corps se transformer, l'envie de faire du sport, l'envie d'être imposant, l'envie d'être musclé, etc. Et donc la masculinité, elle se construit beaucoup par rapport à justement une vision du corps qui est très spécifique. Et c'est aussi quelque chose qui est la question du corps, c'est un sujet qui est important dans la perception des personnes handi, notamment par les personnes valides, parce que surtout dans le cadre du handicap visible. Et du coup, je voulais savoir aujourd'hui, toi, quel est ton lien à ton corps dans ce contexte d'être un homme et d'être un homme handi? Il a évolué parce que
Ben là, je reviendrai peut-être à l'époque du diagnostic où en fait, avec la kiné et aussi avant ça, j'avais en réaction, je pense, à mon harcèlement scolaire et à tout ça, je m'étais mis au sport et donc à me construire un corps. Et corps que j'ai continué à me construire au fil des années, notamment au travers la kiné, qui aujourd'hui pour moi, c'est une salle de sport en fait. J'y vais avec mon casque, ma musique et je fais mon circuit des petits exercices, tout en étant accompagné par un professionnel dans le cas où j'ai des douleurs, etc., ou qui puisse me dire quoi faire quand même. Et ce rapport au corps, justement, moi, ça me fait rappeler là un podcast que j'ai écouté, Les Mecs Solides, qui est un podcast de Louis Média, où c'est deux journalistes, je suis pas sûr que ce soit journaliste d'ailleurs, bref, deux personnes de ma génération qui interviewent des jeunes de 15 ans sur la question de la masculinité. Et il parle d'une théorie du capitalisme des vulnérabilités où, en fait, pour compenser ces vulnérabilités dont on ne parle pas, on va se construire un corps, on va se réfugier dans le corps. Quelque chose que j'ai appris avec le handicap, c'est limité. C'est limité et que moi aujourd'hui, même si je continue donc à muscler mon corps pour maintenir mes capacités, en fait, les conséquences, on va dire, secondaires, c'est que je corresponds à un certain type de masculinité où on va me considérer musclé. Et par contre, dans mon rapport au corps, qui n'est jamais mentionné, mais qui en fait totalement partie pour moi, c'est le fauteuil roulant, qui devient en fait une partie de ton corps, qui à la fois te rend très vulnérable et qui en même temps, moi, au moment où j'ai posé mes fesses sur mon fauteuil roulant, c'est une seconde vie. C'est découverte à moi. Et où les mois suivants, je suis parti à Berlin, je suis parti à Toronto, et donc je suis parti explorer le monde. Parce que ça t'a redonné la possibilité d'explorer ou parce que tu avais envie de te l'approprier en tant que nouveau corps, enfin comme extension de ton corps? Non, ça m'a donné un nouveau souffle de vie, que j'ai compris que j'étais encore autonome et qu'il y avait encore plein de choses. Et que tout ça, en fait, c'est une question aussi de perspective. Et la perspective qui te la donne, c'est les médecins. Et d'avoir fait la bonne rencontre à l'époque d'un médecin MPR qui lui connaissait ma pathologie, qui avait une autre vision que ce que j'en avais, qui était beaucoup moins dépressive et qui voyait encore toutes mes capacités. Et il avait raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas anodin. Et c'est pour ça que je suis ici à parler de la masculinité et que fauteuil roulant, je pense que le rapport avec lui, il est différent en fonction de si un fauteuil manuel, si un fauteuil électrique. Parce que pour le coup, lors de mes essais de mon premier fauteuil roulant, je voulais essayer un fauteuil manuel. Parce que j'étais encore victime du stéréotype du fauteuil roulant et de me dire je suis pas encore trop handicapé pour avoir un fauteuil électrique, donc j'ai essayé un fauteuil manuel et je m'en suis vite rendu compte que non, en fait je peux pas utiliser un fauteuil manuel parce que j'ai une asymétrie musculaire et parce qu'à l'époque j'avais un appartement qui était en haut d'une pente, donc comment dire que non, ce n'est pas le mieux. Donc, fauteuil électrique, et de voir la vérité du fauteuil électrique, qu'en fait, c'était un moyen pour économiser mon énergie pour autre chose, faire autre chose et pour faire tout ce que je fais encore aujourd'hui. Oui, bien sûr.
me souviens que dans des échanges qu'on a déjà eus ensemble, tu m'as déjà dit que, en fait, toi, tu avais l'impression que lorsque tu interagissais avec des gens, la première étiquette qui leur venait, c'était pas que tu étais un homme, mais que tu étais une personne handicapée. Et qu'ensuite, la masculinité, elle venait de façon secondaire. Et est-ce que j'imagine que du coup, le fauteuil roulant, il y est pour beaucoup. Et c'est quelque chose qui est, enfin, dans le rapport au corps et dans la masculinité, ça arrive aussi, je pense, de façon assez flagrante. Oui, mais le fait que pour moi, le handicap, il vient effacer tout le reste, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus homme, on n'est plus femme, on n'est plus cis, on n'est plus homo, on est handicapé, quoi. Il n'y a plus de pluralité, on est une seule chose. On est essentialisé à ce handicap-là. Et en effet, peut-être, pour moi, la masculinité vient dans un second temps, mais ça, c'est au petit bonheur de la chance, c'est peut-être lié aussi à l'ouverture d'esprit, à la déconstruction des personnes avec qui on discute, je pense clairement, et qu'on pourrait dire que c'est quelque chose à amener nous, mais encore une fois, là, on revient sur le discours de la pédagogie, que c'est pas forcément aux personnes concernées de toujours faire de la pédagogie, mais que c'est aussi aux autres de s'éduquer et de se triturer l'esprit, s'ouvrir l'esprit. Et pour laisser de l'espace à ces masculinités d'exister. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je pense que dans les représentations, il n'y en a pas des masculinités. On dit la seule masculinité qu'on voit à l'écran. Je dis à l'écran parce que je suis quand même très féru de cinéma et que, en fait, au moins les seules masculinités que je peux voir, à chaque fois, c'était des masculinités qui performent de manière ou d'une autre et que les personnages grandis qu'on voit, ça devient un peu des running gags où, en fait, ils viennent passer par la blague. Oui. Est-ce que tu as des exemples à donner là de ces personnes qui passent par la blague à l'écran? Malheureusement, non. Là, j'en ai pas de suite qui viennent en tête. Parce que je pense que ça fait un moment que j'ai repéré mais qu'il n'y en avait pas. Des masculinités handies à l'écran. Ou en tout cas, qu'il y en a, c'est des gens qui se font basser, qui peuvent se faire basser comme valide entre guillemets ou en tout cas qui choque par l'écran et encore c'est un combat je pense en interne de tous les jours mais là je pense notamment au personnage de Tyrion Lannister je crois enfin le nain dans Game of Thrones personnage de petite taille comment dire que dans plusieurs interviews il a pu dire que c'était compliqué et que c'est après son rôle dans Game of Thrones que là il y a eu des portes qui nous ont été ouvertes et là je parle d'une personne de petite taille donc si on parle de personnages en fauteuil roulant etc souvent les hommes en fauteuil roulant en fait moi je pense à des films comme Avant toi ou comme The Theory of Everything donc le biopic sur Stephen Hawking mais en fait, dans les deux cas, c'est des personnes masculines handies qui meurent à la fin. Quoi. Désolé du spoil, mais tu fais, non, ça arrivera un jour, mais c'est pas à ça que je vise. Ouais, c'est pas des super modèles au fond de représentation, quoi. Et puis en plus, dans les deux cas, c'est aussi des personnes handies qui sont représentées à l'écran, mais les acteurs sont des acteurs valides. Et bon, ça, c'est un autre sujet, mais qui est quand même aussi un sujet assez présent dans la représentation des personnes handies. Qui est important de mentionner. Ouais. Par contre, aussi, je pense que dans leur représentation des masculines handies, j'ai l'impression qu'on cherche aussi à leur donner des traits de masculinité plus hégémonique, même si là l'exemple que j'ai en tête c'est aussi dû au scénario mais notamment Stephen Hawking et sa relation extra-conjugale qu'il a eu avec son aidante à l'époque
bah là, on rejoint des traits de la masculinité plus toxiques. Hmm. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on n'essaye pas de voir le handicap comme peut-être une possibilité pour une masculinité plus saine. C'est-à-dire, enfin, moi je crois que plutôt j'irais dans l'autre sens de dire en fait rappeler que c'est pas parce que t'es une personne handicapée que tu peux pas avoir des traits de masculinité toxique classiques quoi, ou parce que j'ai l'impression que plutôt on pourrait s'imaginer que comme on disait avant, on imagine une personne handi uniquement comme une personne handi et donc elle est pas capable d'être un gros con comme tout le monde, tu vois. Mais oui, c'est vrai que, enfin, du coup, moi, je crois que je veux bien que tu précises ce que tu voulais dire. Les deux s'entendent, je pense, clairement. Moi, en tout cas, c'est une de mes croyances qui me guide aujourd'hui avec plus ou moins de force sur les jours. Mais je pense que le handicap peut être une porte vers une masculinité plus saine, même si c'est aussi un peu la blague fort bien, pas très bien choisie, je pense, aujourd'hui qu'on peut avoir d'humoristes handi. C'est de faire la blague en fait, être en couple avec une personne handicapée, c'est s'échapper de la violence conjugale. Et ben, je suis pas sûr. Et non. Et non. Et pour revenir sur toi, et tant qu'on parle des histoires de relations, globalement, si on compare les injonctions qui sont faites aux femmes ou aux hommes sur la question de relations, on va plutôt attendre, en tout cas la société va plutôt pousser les hommes à être dans un truc hyper proactif et de prendre en charge les relations et d'être très actif sexuellement et d'être dominant, alors que pour une femme ça sera plutôt l'inverse. Et je voulais savoir si toi, dans tes relations avec les autres, tu avais ressenti aussi cette injonction-là dans tes relations amicales, amoureuses, dans ta sexualité. Est-ce que tu sens que ton handicap a eu une influence sur ça ou pas du tout? Alors, oui, mais je pense que même sans le handicap, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai plus une tendance à être dominé, je pense, dans les relations sociales, de par ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au harcèlement scolaire, etc. Quand j'étais ado, et du fait, je me suis plus facilement aussi socialisé avec des femmes, et qu'avec le handicap, ça s'est confirmé. Parce que je suis plus capable de discuter comme je le fais là maintenant avec toi que capable de faire des trucs et donc de performer comme un homme devrait performer. Et j'aime beaucoup ce truc de parler de la socialisation des hommes entre hommes, c'est du côte à côte à faire des choses ensemble, ce qui a été quand même mon cas à un moment donné, on va pas se le cacher, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais que ça demande d'autres dispositions, comme par exemple quand je vais au Hellfest, j'y vais avec un groupe d'amis, et donc ça devient un partage de charges en fait, le handicap. Et où ils viennent m'aider aussi pour pallier à l'inaccessibilité. Parce que trouver des lieux 100% accessibles, comment dire que ça n'existe pas. Et à côté de ça, on a la socialisation des femmes qui va être plus du face à face, où donc là, ça va être sur des discussions pendant des heures et des heures. Et ça, c'est vrai que je m'y reconnais beaucoup plus. Et qu'on peut peut-être aussi, je pense que ce qui a joué dans tout ça, c'est que j'ai une maman et deux sœurs et que en fait, j'étais en majorité avec des femmes plus qu'avec des hommes. Est-ce que aujourd'hui, t'as des relations avec des hommes handi? Est-ce que ou la majorité de ton entourage, c'est plutôt des femmes du coup? La majorité de mon entourage, je dirais même qu'ils sont encore valides, mine de rien.
Et en effet, les hommes ont dit non, pas vraiment. Même si j'ai pu me lier d'amitié avec des hommes qui sont en dehors du spectre hétéro-cis, tout ça, où là, en fait, je sentais déjà une proximité du fait d'être en dehors de la norme dans les deux cas. Et ça créait un point commun. Ok. Et donc là, tu me parles de tes relations amicales. Et est-ce que dans ton rapport à, je sais pas, est-ce que tu as ressenti des injonctions qui sont très présentes dans le cadre d'une masculinité hégémonique sur tes relations amoureuses? Est-ce que tu as ressenti une pression à, pour être un homme, il faut que tu sois en couple avec quelqu'un? Est-ce que... Ça, je dirais que c'est un peu la pression de la société de manière générale, où on te montre bien que la vie est plus simple quand on est en couple. Et donc forcément, quand tu es célibataire, tu es déjà en dehors d'une norme, je pense. Après, en tant qu'homme, en fait, il y a un truc de... En effet, je suis pas dominant. Et le fait d'être dominé, pour parler dans ces binarités-là, je pense que ça pouvait attirer certaines femmes aussi, de pouvoir changer les positions, les rôles sociaux, finalement, mais que ça pouvait aussi être perçu, je pense, comme un jeu, comme quelque chose qui ne pouvait pas être durable. Je pense que la durabilité, elle est encore dans cette binarité dominant-dominé, homme-femme. Oui. Ouais, comme si c'était un espace d'exploration qui pouvait être un peu divertissant, mais que en fait c'était pas quelque chose dans lequel on pouvait s'épanouir sur du long terme. Ouais, tout à fait. Là, je pense qu'on fait un lien direct aussi avec les utilisations qu'on peut avoir sur les personnes handicapées, la fétichisation. Pardon. Ouais. Il y a un moment, j'avais regardé une série qui traitait du sujet de la sexualité des personnes handies, où on suivait deux personnes qui étaient en fauteuil roulant. Et c'était assez impressionnant la différence de traitement de l'entourage de ces deux personnes, parce qu'on suivait, donc il y avait une jeune fille qui venait d'une famille, donc qui était en fauteuil, elle venait d'une famille qui était hyper protectrice avec elle, et qui lui disait à quel point c'était important, qu'elle cherche un homme qui allait la protéger, qui allait être doux avec elle. Et il y avait un mec qui était en fauteuil, et lui, en fait, au bout d'un moment, ses potes, à force de le pousser à rencontrer des nanas, finissaient par lui payer une prostituée, parce qu'il fallait absolument qu'il vive cette expérience, et c'était assez fou, la différence de traitement des deux, quoi. Et j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Oui, moi, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, quand tu parlais de ça, de rappeler aussi les personnes femmes, on dit que j'ai pu croiser. Je pense notamment à une amie qui se disait que être en relation avec un autre mandi, c'était pas possible. Là où, pour un homme, j'ai l'impression qu'on va facilement juxtaposer ça, enfin d'ailleurs homme ou femme, hein. Et en fait c'est une des blagues que je fais d'ailleurs pour parler de ça, mais qu'en fait on va chercher à mettre les personnes handicapées entre elles. Si t'es handi et si elle est handi, c'est un match. Ouais, non. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai que, en fait, de toute façon, je pense que c'est un truc qui est assez classique dans la société. On s'imagine que les gens qui se ressemblent vont forcément aller ensemble, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, peu importe dans quel groupe social tu es, en fait, très souvent, on voit que, non, c'est pas parce qu'on se ressemble un peu que forcément ça va marcher, et qu'en fait, Oui, tout à fait. Et autant la situation que tu décrivais aussi pour le Mondi, là, dans la série, d'aller voir une prostituée parce qu'il devait absolument vivre ça, je pense que c'est un point de vue très valide. Parce qu'en fait, le sexe, quand tu en dis, le sexe, quand tu valides, c'est pareil. Ouais. C'est, voilà, tout simplement. Et sauf que quand tu en dis,
personne te le montre, Mm. personne te dit que c'est possible, personne te dit que ça existe et que en fait, vas-y, go, et en toute sérénité, et non, tu dois chercher par tes propres moyens. Et en même temps, quand tu es valide, ce qui t'apprend le mieux, et pour le coup, j'ai fait partie de cette catégorie-là, mais ça a été le porno, où tu apprends la sexualité par là, quoi. Bah ouais. Moi, je pense que c'est de toute façon un truc qui est assez normalisé aujourd'hui, en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un truc de tout le monde est passé par le fait d'avoir un rapport au porno qui est en fait, on se pose la question de est-ce que c'est comme ça la sexualité, et parce que c'est les images qu'on peut avoir et que il y a un truc où sociétalement on te pousse à te construire une image de la sexualité là-dessus, quoi, parce que ouais, moi, naturellement, ce lien au porno, il s'est naturellement délité avec la dégénérescence, avec l'évolution de l'handicap, parce que je ne m'y reconnaissais plus, en fait, là-dedans. Oui, c'est clair que j'imagine que si déjà dans toutes les sphères médiatiques et culturelles, il y a un manque de représentation des personnes handies, j'imagine que dans le porno, c'est encore pire, quoi. Oui. Et j'avais une dernière question sur ça, justement, sur la question de représentation et de modèles. Pour se construire, en général, c'est important de pouvoir avoir des représentations et des modèles qu'on cherche à suivre. Et du coup, je voulais savoir si aujourd'hui, il y avait un modèle de masculinité dans lequel tu te reconnaissais, ou en tout cas, à quoi est-ce que toi, tu aspires Non, je ne me reconnais pas dans un modèle de masculinité aujourd'hui. J'entends des choses, mais qu'en fait, je pense que la binarité aussi, féminité, masculinité, et donc les frontières que ça imposerait, je crois que ça ne m'intéresse pas. Et en effet, je suis peut-être reconnu comme masculin dans quelques rares cas, mais moi je pense que j'ai envie de piocher dans des trucs qui me plaisent, autant que ça soit de la féminité ou de la masculinité. Pour moi, j'ai envie de construire quelque chose de plus hybride aussi. Pour moi, de l'ordre du tissage, où en effet aujourd'hui, si on veut me mettre dans des cases, je peux dire oui, je suis un homme, oui, je suis cis, hétéro, mais je pense que le handicap vient rebattre l'écart de tout ça, en fait, et où tu ne corresponds plus à un modèle hétéro, à un modèle masculin ou à un modèle cis. Là où, justement, être cisgenre, se reconnaître dans le sexe qui t'a été assigné à naissance, je pense que c'est un peu rebattu, parce que, même totalement, de par le handicap, parce que là, en fait, on te demande de te reconnaître dans une masculinité qui va être teintée du handicap qui s'exprime, et qui, dans mon cas, s'exprime petit à petit. Donc, c'est une découverte un peu de tous les jours. Oui, c'est vrai que... j'ai l'impression aussi que c'est difficile de le décorréler du fait que la masculinité et le masculinisme, c'est pas la même chose. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, surtout, je trouve, nous, par exemple, là, on est dans une asso qui a un projet politique qui lutte contre le validisme, et donc souvent ça va rejoindre d'autres luttes, et donc je pense que je me trompe pas en disant que DVP on est plus proche du féminisme que du masculinisme. Et oui, de par le bureau. Oui, c'est vrai aussi, qui est quand même majoritairement avec des femmes aussi. Mais donc il y a souvent on va parler de masculinité déconstruite, et de avoir l'envie, j'entends souvent parler de personnes qui cherchent des modèles de masculinité positive. Et est-ce que toi, c'est des trucs qui te parlent?
J'essaye d'être la mienne. J'essaye d'être mon propre modèle en étant dans une asso politique, ce qui d'ailleurs n'était pas du tout le projet à la base. Enfin, moi, la politique, j'en ai un peu, à la base en tout cas, rien à branler. Mais moi, je promeus aussi une nouvelle politique, contrairement à l'ancienne politique, et ce qu'on essaye de faire à Dirty People avec les événements qu'on veut politiser, et pas dire que c'est politique de fait, comme les élections par exemple, où ça serait politique de fait, comme tout. En fait, tout n'est pas de fait. Tout est à remettre en question, tous les éléments de soi. Et je pense que le handicap permet ça de manière naturelle, t'obliger à remettre en question les éléments de soi et à te déconstruire. Alors littéralement, dans le cas d'une dégénérescence, mais aussi dans tes idées où en fait tu es obligé de déconstruire du fait. Et justement, je pense que la masculinité, en fait, elle est encore en construction. J'ai envie de mettre un panneau on construction. Petit à petit. Oui. Très bien. Ben, merci beaucoup, Damien, de nous avoir parlé de ta perception et de ta vision de ta masculinité. Merci à toi, Sargas, d'avoir mené cette conversation avec brio. Moi, avec brio, je sais pas, mais en tout cas, merci de m'offrir une nouvelle plateforme d'expression. On verra, peut-être je reviendrai, je ne sais pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison, il me semble. Tu confirmes ? Tu es hors série, en tout cas. Adieu hors série. Et donc, la prochaine fois, on reviendra. Enfin, je dis on, mais je ne sais pas, plutôt ce sera toi. Peut-être je reviendrai. En septembre, mais peut-être qu'il y aura une surprise entre temps. Restez connectés, chers auditeurs. À très bientôt. Dear. People.